Un joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Pour conclure la saison 3 ainsi que l'année en beauté, on vous propose un dernier épisode de bonus. Il s'agit du prolongement de la conversation que nous avons eue avec Natacha, Samuel et Antoine lors de l'épisode 4 sur l'impro des tout-petits. L'enregistrement s'est poursuivi et on a continué à discuter de plein de choses sans thématique centrale qu'on trouvait malgré tout intéressantes de vous partager. Bonne écoute. Impro blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux. Armand, comment t'en es venu à... Je suis désolé, à un moment, ça a coupé Internet quand t'as dit c'est hyper émouvant pour moi. Puis ça a coupé, puis j'ai pas entendu ce que t'as dit. Puis tous les autres pleuraient quand je suis revenu et j'ai pas su. Tu ne le sauras jamais. Si, quand je vais réécouter. Non, je disais, moi, à mon début d'adolescence, c'est ça, j'ai toujours été un enfant plutôt introverti de base et timide. Mes parents m'avaient inscrit à des trucs de théâtre, puis pareil au collège, j'ai intégré la troupe de théâtre du collège, puis le prof de théâtre, c'était mon prof de maths aussi, fait qu'il y avait comme tu disais, Natacha, il y avait un rapport on est presque potes pendant les ateliers de théâtre, mais en cours, il y avait quand même il y avait une petite complicité, mais il ne pouvait pas c'était pas le même rapport en tant que tel. Mais moi, ça m'a énormément permis de m'extérioriser, puis de me découvrir aussi, enfin, de me trouver une place en fait. Sans le théâtre, mon lycée, je l'aurais extrêmement mal vécu. Puis ça, c'est sur ces points-là que ça m'a énormément apporté. Et on me disait souvent, je sais pas, vous avez déjà dû entendre ça, que j'étais pas le même sur scène que dans la vie. Ouais. C'était une forme de... ça se voulait un compliment. Parfois, moi, à l'époque, ça me faisait... J'aimais pas ça parce que je disais, je m'en fous, enfin, je fais ce que je veux. J'étais rebelle. Mais, non, mais tu vois, c'était ma bulle. C'était ma bulle d'expression. C'était là où je me sentais en confiance. C'était là où je pouvais être, je sais pas si je pouvais être moi, mais en tout cas, je pouvais être quelqu'un. Alors qu'en dehors, avec les rapports avec les groupes d'amis, enfin les espèces d'échanges sociaux plus ou moins vrais que tu peux avoir. Bon, j'étais pas trop là-dedans, puis c'est pas trop ça que je cherchais. J'étais pas le gars super populaire. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire du théâtre, il y a comme des rapprochements qui se faisaient avec d'autres groupes aussi, des gens que je connaissais moins, puis ça avait cette valeur-là de connexion, comme tu le disais, justement. Ça casse un peu les codes sociaux, justement, l'impro en ce sens, mais pas casser dans le sens leur faire du mal, mais juste les transformer et en créer de nouveau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est... Je suis pas quelqu'un de très timide ni d'introverti, un peu le contraire même des fois. Mais par contre, je sais que j'ai des codes qui sont un peu chelous des fois quand je suis avec des gens à l'extérieur, franchement. Et je sais que souvent, quand j'étais au collège, en primaire, j'étais quelqu'un avec qui on s'amusait bien, mais pas quelqu'un avec qui on avait envie de partager des soirées, par exemple. C'est-à-dire que, voilà, on rigole bien, mais t'es chelou, mec. Donc, mais on t'invite pas. Voilà, c'est rigolo. Et je dis pas depuis que je fais de l'impro, mais l'impro a aidé en ce sens à me faire comprendre que c'était pas grave. Parce que des gens chelous, il y en a partout. Ils sont juste pas forcément là où on l'attend. Et ouais, ça a été un bon moteur. Puis tu vois, ça se retrouve presque... Justement, cette notion de code, moi, quand je suis arrivé à Montréal, donc à la base, c'était pour les études. Je venais d'avoir 18 ans, puis tu sais, je me cherchais, j'étais encore en développement de moi-même en tant que tel. Puis en arrivant, je connaissais personne, puis je me disais, j'ai essayé de faire toutes les activités d'intégration avec les soirées, tout ça. Puis je le savais au fond de moi que j'aimais pas ça, mais tu sais, je me disais, nouveau départ, nouveau moi. Et au final, c'est en créant, j'avais créé un comité d'impro à HEC. Enfin, au final, c'était pas moi qui me suis adapté, j'ai amené ce que j'avais dans le truc. Il y a des gens que ça rejoint à ce niveau-là. Donc, c'est au final, si je peux faire le parallèle justement avec l'école, avec les années collège, lycée, au final, j'ai pas besoin. J'étais beaucoup plus à l'aise à expérimenter, à amener ce que moi j'avais, plutôt que d'essayer de toujours fitter avec le moule. Carrément. C'est surtout à HEC où tu as des futurs gestionnaires qui se prennent parfois trop au sérieux.
Bah là, on était capable de leur montrer que il y avait d'autres façons aussi d'être. Les codes à HEC. Tu vas un peu loin, je trouve, Armand. Mais c'est super intéressant parce que à 20 ans, on est venu me voir pour faire coach. Tu sais, je gérais le pôle impro à l'EM de Strasbourg, école de management. Donc des élèves de mon âge qui sont formatés à être requins, qui me reprenaient sur mes phrases en français, ou tu vois, le style d'élève, genre j'ai l'éloquence en moi. Et puis moi, je disais, mais moi, j'ai rien à gagner en fait. Je viens, je forme. Il y a 3 ateliers semaine. Voilà, tu viens, tu prends ce que tu veux. Parce que tu es obligé, tu vois, de te créer aussi ce truc de... En fait, moi, j'adore l'impro. J'aime le jouer et j'aime le coacher parce qu'il faut pour moi le double. Mais si tu viens m'écraser ou pour marcher sur mon ego à l'atelier, tu te gourres. Tu vois, c'est pas du tout ça. Et puis si tu viens écraser tes copains, t'as rien compris. Et en fait, j'ai fait ça 5 ans sans m'en rendre compte. Et on a créé des shows, ils ont créé des concours d'éloquence et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que la légitimité en tant qu'adulte ou petit improvisateur qui grandit, c'est celle que tu te donnes. C'est pas le regard des autres, c'est pas comment tes partenaires te valorisent, c'est aussi toi, comment tu arrives à te positionner au sein de tes troupes, tes projets. Et en fait, il y a personne d'autre qui peut te dire ce que tu vaux vraiment parce que finalement, c'est toi qui es maître de ton chemin et de ton impro. Donc, c'est hyper intéressant ton parcours. Et je me dis, les années collège-lycée sont difficiles. Et c'est là qu'on devrait avoir besoin d'impro, tu vois, pour essayer de s'exprimer différemment, de développer ce qu'on peut, mais créer une bulle où on a le droit d'être nous ou quelqu'un d'autre. Parce qu'on est trop en attente de validation, je trouve. C'est assez compliqué comme ça. Je sais qu'en France, il y a beaucoup plus de choses en impro qui sont faites au collège et au lycée, avec surtout le impro culture diversité. Et moi, au contraire, je me suis dit c'est peut-être plus important de commencer bien plus tôt, histoire de leur faire comprendre très vite que les rapports qu'ils allaient avoir plus tard allaient peut-être être difficiles, mais qu'ils auraient des nouveaux outils pour s'y atteler. Et c'est pour ça qu'au début justement de la conversation ensemble, j'ai abordé le fait que c'est ça qui a été moteur pour moi, le fait d'être avec les jeunes et de voir à quel point ça avait une incidence sur la manière dont ils parlaient avec leurs parents, ils communiquaient avec les autres. Ouais. Et je pense que plus tôt on s'y met, tu vois, tu m'as parlé d'enfants de 2 ans, j'ai jamais fait de l'impro avec des enfants de 2 ans. Et voilà, maintenant que tu me l'as dit, maintenant que tu me le dis, tu vois, moi je me suis arrêté à des 3-4 ans, c'est rien, tu vas me dire, mais c'est tellement énorme pour eux la différence d'âge que maintenant je suis curieux d'essayer. Je suis vraiment... mais moi, je pensais pas faire. Hein. Moi, je pensais vraiment pas faire. Hein. C'est des parents qui m'ont dit tu peux faire des matinées et tout. Ouais. Et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire avec 10 enfants pendant 3 heures. Et en fait, je me suis dit mais tu sais faire qu'un truc. Enfin, pas que, mais globalement, professionnellement. Et on est à 2. Il y a une musicienne aussi qui fait de l'éveil musical. Mais en fait, ça marche super bien. C'est ce que j'aime, moi, dans l'impro, c'est que tu mets le pouvoir dans l'autre, tu vois, tu valorises l'autre. Et en fait, quand tu le montres comme ça, que tu le valorises, je dis pas non plus survaloriser, mais quand tu lui montres à quel point il est super et que tu te concentres sur lui, tu t'oublies toi. Et du coup, ta mission, c'est vraiment, je veux que lui, il s'amuse. Et ça change beaucoup la donne. Moi, j'ai été formée au match en France. Il faut le point. Pas du tout. Là, il faut que lui se marre. Si mon copain des scènes, il fronce les sourcils, je rate ma mission. Ouais, moi, ce que j'avais entendu sur un de tes podcasts, et c'est rigolo parce que tu le mentionnais comme ça, comme si c'était super évident pour toi, et pour moi, c'était une grosse révélation. C'était quand tu parlais des étoiles. Tu disais, nous, ce qu'on fait, c'est l'équipe adverse qui choisit un joueur de l'autre équipe pour dire, ce joueur-là, j'ai vraiment bien aimé jouer avec lui. Et tu avais 2 étoiles qui étaient nominées comme ça, et la 3e, je ne sais plus, je crois que c'était par le public. Et je trouvais ça vachement, vachement sain de dire, écoute, toi, tu as tout fait pour nous mettre bien, et on te valorise de cette manière-là. C'est énorme, ça. C'était quoi la 3e étoile? Tu t'en souviens, Armand, ou pas? Ouais, c'est l'arbitre ou le maître de jeu qui... Donc, mais ça permettait aussi justement de varier, parce que je me souviens, à mes débuts,
le nombre de fois, c'est pas arrivé si souvent que ça, mais tu as des matchs où il y a un joueur en face, il est désagréable au possible, il te laisse pas parler, puis le public vote pour lui parce qu'il a été le plus drôle, puis t'es comme... Il a la blague. C'est ça. Fait que là, ça permet de souligner d'autres points de vue. Puis justement, même quand dans des équipes, quand la saison est avancée, puis que les équipes se connaissent mieux, parfois ça permet aussi de mettre en avant une personne dont on voit qu'il y a eu, c'est pas une évolution, la meilleure personne, progression. Mais il y a un truc, comme ouf. Il y a ça qui a été vraiment cool, puis qu'on le souligne. Les équipes sont capables. Souvent, c'est les capitaines aussi qui gèrent ça, mais les personnes qu'on met en tant que capitaine ont ce recul-là aussi, puis on fait un suivi à ce niveau-là. Donc, c'est un outil pédagogique au final. Parce que... c'est vraiment incroyable. C'est tout con, effectivement, quand on en parle, mais ça change tellement. Parce que tu parlais du public, souvent qui va noter pour la blague ou la punchline. Souvent, effectivement, tu le sais dans une impro, que la dernière équipe qui balance la punchline va avoir le point parce que c'est l'instant souvent. Mais ça fausse le jeu. Ça fausse totalement le jeu. Oui. Et ça, c'est un peu... c'est peut-être présomptueux de l'annoncer comme ça, mais je trouve que c'est un peu une éducation à faire du public. De lui montrer que si on va aller plus loin, si on veut se faire vraiment plaisir et puis vous proposer quelque chose d'encore meilleure qualité, et il faut que ce joueur, on le valorise. Donc nous on donne cette étoile au joueur là parce que ce qu'il a fait c'était nourricier pour l'impro, c'était nourricier pour une scène où ça nous a touché. Je trouve ça fort, franchement. Et encore une fois, oui, il y a cette valeur artistique là, mais ce qui m'apporte presque plus dans un spectacle d'impro, c'est que tant mieux s'il y a du public, mais c'est vraiment l'expérience joueur en tant que tel. Si tu as du plaisir à jouer, ça se retranscrit de toute façon. Fait que si tu ressors de là avec tes frustrations de je me suis senti, il y a eu de la rudesse ou je me suis senti pas à ma place ou alors que ça n'a pas souligné les bonnes choses. Enfin, après, encore une fois, en termes de valeur aussi, il y a différentes lectures, mais ça permet que le joueur se sente dans un espace sécuritaire, puis pas de performance à tout prix. Le match, on le sait, on en a discuté, on a redit et redit à quel point parfois il peut y avoir des déviances par rapport à ça. La compétition, la notion de compétition, c'est pas tout le monde qui l'intègre comme on le voudrait. Puis est-ce qu'il y a une bonne façon de l'intégrer? Une compétition à outrance, ça peut bien se faire aussi, mais encore une fois, c'est dans le cadre dans lequel tu le mets. Mais au niveau, un degré amateur, comme on peut le faire dans nos spectacles à nous, je pense que c'est plus sain d'aborder ça. Puis même, c'est une question de pérennité, c'est si tu veux que les joueurs aient envie de continuer, leur mettre dans un contexte qui est encore une fois bienveillant. Ce mot, je ne veux pas le galvauder, mais cette bienveillance-là, si elle se retranscrit entre les joueurs, même si le spectacle n'est pas à cet ordre de rire, il y a quand même une forme d'aura qui soit bien. Qui donne envie. J'ai fait beaucoup de formations match, cabaret et tout en France. J'étais en championnat à la Lolita. Et puis j'arrive à Melbourne et je rencontre Patty Styles, que vous devez certainement connaître. Oui. Et là, je prends la claque de ma vie. Genre, pim tout le monde joue avec tout le monde. Il n'y a pas de pro, d'amateur. C'est tout le monde joue avec tout le monde. Et elle fait une formation au Théâtre Sports. Donc, parce qu'ici, on ne fait pas de match, mais on fait ce format. Et toutes les troupes d'impro ne jouent pas entre elles. Il n'y a absolument pas de rencontre. C'est toi, toi, toi. Par contre, on dépasse troupes d'impro. Il y en a 1 million. Et il y a des troupes d'impro Harry Potter, Shakespeare, machin. Genre, il y en a pour tous les goûts. Et Patty nous coach du coup au Théâtre Sport. Elle dit donc toi tu vas être jouteur, toi tu vas être juge et toi tu vas être arbitre. Donc les juges c'est ceux qui ont le klaxon et donc tu as ceux qui jouent et ceux qui vont compter les points. Et puis je crois que c'est à 3. Non, tu as le leader, celui qui explique les jeux. Okay. Et elle nous explique en fait on va faire 3 équipes et l'atelier se passe en 2 heures et vous allez tous tourner dans toutes les positions. Parce qu'il faut accepter de klaxonner les copains, il faut accepter de le recevoir. Et bref, super intéressant parce que du coup, tu fais toutes les positions, ce qui paraît bête, mais en fait, c'est très dur de klaxonner tes potes. Tu vois, c'est pas évident, comme c'est dur de le recevoir. Et il y a quelqu'un qui, quand il se fait klaxonner, tu sais, il a le regard qui tombe. Et Patty dit là, c'est très intéressant.
Et là, en fait, ce travail-là, tu vas donner un signal au public. Tu vas donner un signal de déception. On le voit, les juges le voient, ceux qui t'ont klaxonné aussi. Et du coup, il y a un truc qui s'installe de « Oh non, la petite Natacha, elle a mal vécu l'impro, elle s'est fait klaxonner. » Et donc, elle te coach, c'est une approche. Hein, et elle te dit que, en fait, là, l'intérêt, c'est que tout le monde se sente bien. Et si tu acceptes d'être klaxonné en souriant, en faisant « Ouais !» Tu vois, comme je vous disais tout à l'heure, le « Ouais !» Et ben en fait, tu t'allèges l'ambiance. Le public ne se sent pas mal dans cette position. Le juge qui t'a klaxonné non plus. Parce que tu sais que toi, un jour, tu vas klaxonner, qu'un jour, tu seras aussi dans le public et que tu vas avoir ce regard. Donc, c'est plus ce que tu disais, je rebondis Antoine, c'est plus tout le monde se coach. C'est pas nous, on doit coacher notre public. C'est nous, jouteurs, on doit aussi se dire, quand on perd bien. Parce que ça soulège ton public. Ouais. Peu importe qu'il soit 5, 10, 15, 20. Et la dernière chose qu'elle nous a appris, parmi tant d'autres, c'est si tu vas à un théâtre sport ou à un format de compétition et que tu t'occupes de ce que toi tu vas jouer et ce que tu vas faire, tu n'as pas compris l'essence de l'impro. Et elle dit par contre, tu choisis ton partenaire là, genre, allez Samuel, dis-moi ce que tu aimes faire en impro. Dis-moi ce que tu détestes faire en impro. Et je vais faire en sorte pendant tout le spectacle que Samuel kiffe sa race. Et du coup, je vais m'éclater et je sais qu'il va... Donc, c'est vraiment une position, je ne peux pas résumer en 10 minutes, mais j'ai vraiment appris en me disant, en fait, c'est ce côté fédérateur et ce côté, je pense à l'autre. Et là, dans cette forme de compétition du théâtre sport, il n'y a absolument pas de place pour de l'ego. Ça ne marche pas. Parce que c'est vraiment un truc de groupe. Pardon, je parle beaucoup. Hein, non, c'est très bien. C'est hyper intéressant. Je remplis ma feuille, moi. Puisque tu dis justement sur le perdre bien, tu sais, en match, au Québec, c'est les tournois d'impro, c'est tous des événements, ça se donne sur tout un week-end, puis t'as la compétition embarque pour de vrai. Mais pour en avoir arbitré beaucoup, le moment où tu donnes des pénalités, parfois tu as des joueurs qui le prennent mal parce que c'est pas vrai. Enfin, encore une fois, c'est pour donner un cadre, il y a plein d'autres facteurs qui embarquent, mais comme tu dis, perdre bien, si tu prends une pénalité, amuse-toi, puis ça justement le public va le voir que c'est un jeu d'une part, puis même que le fait que tu le reçoives comme ça va ajouter à ton personnage de jouteur en quelque sorte, puis tu vas avoir de la sympathie presque, même si tu as fait une faute, au final tu vas pouvoir capitaliser dessus. Donc j'ai des souvenirs de grands débats, enfin début de tension quand je donne une pénalité, et puis je suis comme, mais tu prends pour qui presque à remettre ça, enfin t'es à côté de la plaque si t'as pas compris. Je sais pas si vous avez amené la notion d'avertissement aussi quand vous faites du match comme ça. Nous, pour éviter de se stresser avec les fautes, etc., et que les gens se sentent un peu ah putain, pourquoi ils nous ont enlevé des points, on a amené la notion d'avertissement au départ, histoire de dire ok, là on regarde ce qui s'est passé, et je sais que ça a un peu dédramatisé le côté faute qui peut être mal pris, parce que comme il y a quand même un enjeu de gagner et donc d'aller plus loin pour certains, si tu le mets sous ce format-là, ça a permis un peu de faciliter les choses. En fait, c'est un outil pédagogique pour arbitrer aussi avec des jeunes justement du secondaire, donc plus collège-lycée, même avec des adultes. En fait, dans le cadre de spectacle, comme tu dis, les avertissements parfois se permettent de faire un petit commentaire avant de commencer l'improvisation. Attention, là il y a un petit membre d'écoute, on fait de manière un petit peu joviale, puis ça permet au public aussi de s'éduquer à ce niveau-là, de se dire c'est vrai que... Et ils sont beaucoup plus à l'écoute justement de ce que tu viens de leur dire, genre, c'est vrai, on perd pas de points, mais effectivement t'as raison, genre putain, j'ai été un peu con. Et c'est marrant parce que en fait je me rends compte là en vous écoutant aussi que l'enrobage du match, si je me souviens bien, quand les arbitres arrivent, on demande aux spectateurs de les huer. Genre, on rend les arbitres responsables de tout ce qui est relou, en fait. Ouais, et on bien sûr. Non, mais c'est vrai. Et on n'éduque pas le public et les autres. On se dit juste, les trois gars là en robe, ou je sais pas comment ils ont les maillots, c'est eux les mauvais. Comme ça, nous, on se détache de ça. Mais moi, j'ai vu des matchs à Paris où j'ai participé, où les gens jetaient des chaussons. C'est ça, des jouer, et c'était trop bizarre comme ambiance.
À l'époque, c'était comme ça quand la Ligue nationale d'improvisation avait été créée. Ça a évolué depuis. Au Québec, tu n'as plus du tout ça, là. Enfin, à part la LNI, là, mais même à ça, on s'en détache. Puis même, moi, je l'avais déjà mentionné dans un podcast, c'est que moi, le personnage d'arbitre, j'ai essayé de faire le méchant, mais je n'ai pas réussi. Parce que j'aime pas ça être méchant de toute façon. Mais chaque arbitre a sa personnalité, a son personnage Puis tu peux l'aborder différemment, mais encore une fois, t'es hué le truc, c'est presque, je sais pas, ringard. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites, fait que je veux pas non plus que vous Non, mais sans parler de méchanceté, je trouve que c'est souvent une notion de sévérité qui est mise en place par l'arbitre. Sans méchanceté, les gens ont envie de huer parce que, je sais pas, ça leur fait plaisir. Nous, on amène jamais ça. Au contraire, moi, je valorise l'arbitre en disant, voilà, il est notre maître à tous ce soir, le garant d'un match de qualité, etc. J'amène plutôt ça quand je fais le maître de cérémonie. Mais les gens ont envie de huer parce que c'est ce côté, c'est l'arbitre, tu vois. Mais comme en France, quand tu vas regarder un match de foot ou un match de basket, c'est toujours de la faute de l'arbitre. Bah non, regarde le joueur, il l'a foutu au sol. Donc c'est normal en fait que tu te prennes une faute, mec. Donc on aime bien râler, quoi. C'est tout, quoi. Bah oui, contre l'autorité. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ça. Par rapport à ce que tu disais, Armand et Anton, moi pour l'avertissement, c'est le fait en arbitrage, c'est le fait de se lever en fait. Moi, si je suis en réserve et s'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans la patinoire, je me lève. C'est une forme d'avertissement. Les joueurs se disent, ok, là, faut qu'on change. Parce ok, tu le fais pendant l'impro. Ouais, pendant l'impro. Le statut fort, c'est énorme. C'est très statut fort. Je me lève. Je l'ai vu faire. C'est génial. Mais encore une fois, tu sais, j'avais l'air d'être très critique par rapport à ça, mais tu sais, je le comprends aussi, ce rôle d'autorité-là qui vient ajouter. Je comprends pourquoi ça a été fait. Il y a eu des évolutions depuis, puis chacun le fait à sa façon. Mais pour moi, c'est plus la règle que l'autorité. En fait, oui, comme je a dit Antoine, c'est garant de ce que ça se passe bien. Et il faut qu'il y ait un cadre en général pour que ça se passe bien et pour que tout le monde puisse évoluer correctement. Moi j'ai jamais fait, j'ai faisais des matchs, mais j'ai surtout, je donne des cours d'impro et s'ils veulent bosser des formats, je pioche dans des tiroirs et je fais ok, mais je donne des bases d'impro et je force personne à un format. Et quand j'étais à l'EM, dans les toutes premières années, j'ai coaché du coup un spectacle avec 2 équipes, mais pas un match. Et j'ai un élève qui déborde, je m'en souviendrai toute ma vie, puis qui fait un gros cliché homosexuel, et il y va, je suis une grosse pédale ou je sais plus quoi. Et tu as quelqu'un dans le public qui se lève et qui lui dit « Ferme ta gueule !» Et là, je me retrouve à « Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, voilà, là, on a un spectacle des étudiants qui font qui réalisent l'importance de ce qu'on dit sur scène. Tu as quelqu'un dans le public qui a le droit de réagir. Tu as une ambiance qui est fuckée. On est à 2 impros de l'entracte et je me dis, bon, là, mon seul moyen, c'est du coup de prendre cet improvisateur, de le faire venir et de ne pas lui demander de s'excuser, mais de lui donner un gage qui va réduire un peu son statut pour que, tu vois, le public se dise, elle a entendu, il y a quelque chose qui se passe. Et je lui dis, tu vas faire un poème sur à quel point c'est chouette l'amour et que ça n'a pas de couleur, gendre ou je sais pas quoi. Et il le fait et tout. Et à l'entracte, il me dit, bon, il a réagi comme un con, hein. Je me suis sentie humiliée et tout ça. Et je dis, écoute, on ne fait pas de débrief pour l'instant. Quand quelqu'un du public se lève et te fait une remarque comme ça, tu te tais. Parce que tout le spectacle est remis en question. Et ça rebondit sur un des trucs que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, un spectacle, c'est aussi un groupe. C'est ton public et c'est aussi le groupe sur scène. On est tous responsables, match, pas match, peu importe le format. On est tous responsables de ce que le gars dit. Parce qu'on intervient, parce qu'on essaye derrière de continuer ce spectacle qui a bien continué. Mais effectivement, la bienveillance peut être présente. Tu auras toujours des débordements comme ça. Donc, pour moi, l'impro, c'est vraiment, on est un groupe et avec le public, on crée ce moment, cette bulle ce soir-là, mais on est tous responsables de ce qui se passe. Si j'avais pas rebondi, j'aurais été responsable, tout comme tout le monde, en fait. Ouais. Donc, tu vois, je comprends tout à fait ton truc d'autorité dans le sens où tu as cette responsabilité du spectacle et de ce qui sort et de réagir si besoin. Et parfois, tu dois avoir ce statut de « OK ». Et donc, j'ai dû baisser celui de mon élève et c'était super parce qu'il a joué le jeu.
Mais après, voilà, c'est fait, quoi. Mais c'est pas évident, je Mais trouve. tu vois, les grands esprits se rencontrent parce que c'est un outil. Enfin, tu sais, cet outil-là que tu avais, c'est toujours dans le concept de l'original, où nous, on fait pas de pénalité, mais on fait ce qu'on appelle les impro-pardons. Donc, quand il y a quelque chose qui a déconné, justement, tu sais, ça peut être de l'ordre du manque d'écoute, ou alors ça peut être du genre du cliché. Ça m'est déjà arrivé cette saison, avant que la Covid arrive, que t'es une impro où je suis comme les propos qui sont là, je suis pas sûr que tu sens dans le public, il y en a qui grincent un peu des dents, fait que l'impro ça se finit, puis je demande à la personne, le principe c'est la personne fautive, tu la refais, puis tu dis t'as 30 secondes, on te donne un défi Voilà, pour te comme faire un gage, pardonner, puis le public à la fin fait ça passe ou ça casse, donc tu sais, il est encore juge de ça. Ça permet justement de remettre le doigt sur des trucs, encore une fois, comme un outil pédagogique. Puis c'est aussi utile pour le joueur de se dire c'est vrai que bon, je ferai attention, et pour le public d'être juge, encore une fois, là, de se dire. Et de montrer que tu cautionnes pas ce qui est dit, que ça sort d'un joueur, mais que tout le monde ne pense pas ça. Puis même que ce joueur-là, c'est pas forcément ce qu'il pense non plus, puis que c'est dans le cadre de l'impro. Et tu le réponds de manière artistique, et ça c'est chouette. Ouais. Par contre, je l'ai enchaîné après le spectacle. Je fais plus ça. Ah non, mais parce que moi, le seul truc que je veux qu'ils comprennent, c'est comment il met mal à l'aise tout le monde et le mec du public. Ça arrive. Mais et l'intelligence de dire bon ben voilà, c'était pourri, mais à culpa. Tu vois, c'est pas grave, on est tous humains, même en étant improvisateur. Mais par contre, il faut que tu l'acceptes. Comme on disait, accepte tes erreurs, ça fait partie des choses. Moi aussi, j'ai des impros qui peuvent déborder, mais je les excuse ou je leur dis, voilà, bon, parfois il y a un esprit tordu qui sort, et puis voilà, ça fait partie de ça, mon esprit d'improvisatrice. Par contre, je n'irais pas insulter une minorité ou pas sur scène. Et puis, ça se fait plus en plus en conscience aussi. Tu sais, une fois que tu l'as vécu, cette erreur-là, tu dis, allez, je ferai attention la prochaine fois. Puis... Et tu sais comment on en réagir. Vous parliez tout à l'heure un peu des clichés ou des choses assez fortes qui sont utilisées des fois pendant l'impro à très mauvais escient. Nous, on a complètement pris le contre-pied, c'est-à-dire que plutôt que de ne pas les utiliser sur certains spectacles, on va carrément les amplifier, mais à fond, quoi. Et c'est le principe du spectacle dont je vous parlais, la trauma, où on va partir souvent d'une situation qui est un poil dérangeante comme ça, et on va la frictionner, on va la faire grossir jusqu'à ce que ça vienne, mais ils sont sérieux. Et en fait, c'est le public qui va réagir à ce moment-là, qui va se dire là, en fait, moi, je trouve que vous allez trop loin, vraiment. Et tout le spectacle va se passer comme ça, avec différentes scènes qui sont mises en place. Et à la fin du spectacle, on a une énorme partie débriefing où justement, on va vers le public, et le public est vraiment dans cette approche de oh putain, franchement, à ce moment-là, vous avez été loin quand même. Et les sourires reviennent, et en fait, ils se rendent compte que c'est aussi montrer au public qu'est-ce que vous êtes prêt à respecter du niveau moralement. Est-ce que là, pour vous, on a été trop loin? Ah d'accord, on aurait pu aller plus loin. Alors que là, quand même, il y a un mec qui s'est fait pisser dessus sur scène, du moins. J'exagère totalement, hein, mais c'est vraiment ce côté... remettre un peu les gens face à des travers qu'on peut avoir en tant qu'improvisateur, et même un peu à l'extérieur des fois, et dire c'est grave en fait ce qu'on vient de faire. Ce qu'il y a eu sur scène là, c'était quelque chose de grave. C'est du jeu, c'est pas la réalité. Mais il y en a certains à qui ça les a pas fait réagir. Ok, on comprend mieux comment vous fonctionnez, etc. Donc nous on va vraiment dans c'est une approche qu'on a, c'est un voilà, Je serais intéressé de voir ce que ça donne en vrai. Oui. Moi, non. Ouais, je pense que sincèrement, c'est ce qu'on explique souvent. On fait un gros pavé à chaque fois pour chaque spectacle, et qu'on explique aux gens, c'est que c'est pas un spectacle à mettre entre toutes les mains, parce que il peut réveiller des traumas, justement, et c'est pas le but du spectacle. Le but, c'est simplement on n'est pas dans l'entertainment, on n'est pas dans du show, je ne sais quoi. On est là pour faire réagir sur le spectateur sur les dérives que ça peut amener, et jusqu'où vous êtes prêt à laisser des choses se faire. Moi, j'ai souvenir d'un spectacle que j'avais vu d'un clown
un clown assez réputé en France, où il commence son spectacle, il prend un bidon d'essence, et il se met un peu d'essence sur le bras, comme ça. Et il prend une allumette, et il se met le feu, et son bras prend feu. Donc il l'éteint tout de suite. C'est très drôle, parce qu'on sent très bien qu'il a un contrôle de ce qui se passe à ce moment-là. Il n'y a pas de stress, c'est fait exprès, tout est créé, c'est pas de l'improvisation. Sauf qu'après, il prend ce même bidon, et il se le verse entièrement sur la tête, comme ça. Et il commence à essayer d'allumer son allumette, comme ça. Et ça dure pendant 5 minutes. Jusqu'au moment où moi, je me lève, bah non, quoi, tu vois, non, quoi. Et là, le clown se retourne vers nous et fait « Ah, merci, enfin, merci, vraiment, bravo !» Et en fait, on sait très bien qu'il n'y a pas d'essence dans ce bidon qui vient de se verser sur lui, parce qu'après, il enchaîne 1h30 de spectacle. Et voilà, c'est du show, mais il est dans la réaction de qu'est-ce que vous êtes prêt à avoir. Vous voulez vraiment que je me mette le feu sur scène. Là, vous êtes en train d'attendre que j'allume mon allumette pour me foutre le feu sur scène, quoi. Et je trouve que ça, c'est aussi de notre responsabilité en tant qu'improvisateur sur certains spectacles, de montrer aux gens que tout n'est pas autorisable. Donc réagissez, interagissez dans le public. Et on joue beaucoup sur l'interaction pendant le spectacle avec le public. Ça ressemble beaucoup à du théâtre forum. Hein. Ah bah carrément. Mais carrément. C'est hallucinant. Hein. Sauf que c'est outrageux. Tu vois, c'est souvent outrageux, quoi. Ben ça l'est, au théâtre forum, il faut une fin triste pour faire réagir les gens. C'est vrai. Donc, c'est peut-être un autre prisme où il n'y a pas le Joker, mais ça. Non, mais c'est vrai que t'as raison, en fait. Ça. C'est vrai que je prenais pas en compte la fin du truc, mais ouais, carrément. Eh ben, alors sachez qu'en Australie, ils sont pas trop fans des interactions publiques et émotions. C'est très... Oula, touche pas à ça. Du coup, c'est un peu... Mais il y a un public francophone qui est très, très... francophone, qui adore. Fais-moi rire et ils aiment ça. Mais sinon, les anglophones, c'est très... Il y a un peu cette idée du 4e mur. Même en impro, c'est très timide, familial. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Donc, c'est intéressant, mais c'est vraiment d'autres codes. Par exemple, ici en Australie, on ne fait absolument pas de clichés, absolument pas d'accent. Ça ne fait rire personne. Et quand tu le fais, c'est vraiment... Français. Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors oui, ici oui aussi, et non. C'est un truc qui se développe, là, les accents, on commence à mettre ça de côté. Et c'est bien, mais parfois, je trouve que ça colore un univers sans tomber dans un cliché du contenu de ce qu'il dit. Moi, j'aime faire l'accent alsacien et ça me manque, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'on me dise « Oh, c'est tellement cliché ». Non, c'est aussi c'est mélodieux. Il y a une question de nuance, en fait, dans tout ça, comme d'habitude. C'est sûr que si tu vas dans un cliché qui est juste, mais comme ça, à un moment, tu te dis « Ouais, c'est bon, ça devient lourdingue ». Alors qu'effectivement, si tu arrives à trouver la juste nuance, je pense que la coloration, elle devient beaucoup plus belle. C'est vrai que... Cette question de nuance est dure parce que les avis sont tous différents. Tu vois, le goût et les couleurs. Pour moi, ça va pas être choquant. Pour quelqu'un, ça va l'être. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, en tout cas, merci à vous. Moi, je vais rejoindre mes enfants. Je suis désolé, je vais devoir couper tout ça. On n'a quand même pas explosé le temps qu'on avait. Je pense que je vais me recoucher un petit peu. J'ai un autre épisode, un autre enregistrement que je suis censé faire tout à l'heure. On peut passer en format pro, en fait, sans Zoom. Quoi ? Mais je pensais qu'on était les seuls. Parce qu'Antoine et Natacha, vous faites pas celui d'après, vous ? Bravo, Sam, bravo. En tout cas, Armand, Natacha et Sam, merci à vous pour ce bon moment. Merci pour votre écoute et c'était trop cool cette conversation. Ouais, c'était trop bien. Merci Armand, bon courage pour le montage et tout ça. Les autres, il va leur dire par contre, dès que c'est fini, c'est fini. Vous quittez tout de suite. Reposez-vous bien. Bonne nuit, Natacha. Bonne journée, Sam. Et bonne journée, Armand aussi. À plus, Antoine. À bientôt. Salut tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dès le 18 janvier pour la saison 4 et un tout premier épisode en compagnie de la troupe de la Balise de Limoges. D'ici là, prenez soin de vous et on vous souhaite une très joyeuse année. Vous pouvez retrouver tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca.
N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce en attribuant 5 étoiles à Improblabla sur votre plateforme de podcast ou mieux encore en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt!